父さんは兄さんのことばっかりだ。俺が疎ましいか。ここは一体ここは。かつての仲間だけに未練があったか。俺は忍びの世界をむちゃくちゃにしてしまった。お前も俺も望んでも届かないものだな。別にいいさ。忍びってのは人に憎まれて生きていくのが道理ってもんだからな。ただお前と俺は唯一無二の兄弟だ。お前の越えるべき壁として俺はお前と共にあり続けるさ。戦友か。それなら俺たち。俺がこの世の因果を断ち切る。たとえ憎まれようともな。それが兄貴ってもんだ。Parmi la multitude de clans existants dans le monde de Naruto, celui qui fascine le plus les fans est sans nul doute celui qui porte le nom de Uchiha. Cette fascination vient d'abord de leur dojutsu, mais également du destin tragique et malheureux dont il fut victime, et ce, dès le début de l'histoire. Même si au fil de celle-ci, on finira par se rendre compte que ce clan ne sera que victime de sa propre folie et de sa traîtrise. En relisant certaines parties du manga et en me repassant certains passages de l'anime, surtout des hors-séries d'ailleurs, j'en suis venu à me demander si le massacre des siens par Itachi n'aurait en réalité pas pu être évité à certaines conditions. Est-ce que c'était réellement la seule possibilité? N'avait-il pas d'autres moyens? Est-ce que tout est de la faute de Danzo? Alors, il faut comprendre que cette vidéo n'est absolument pas un what if. Je ne cherche pas à réécrire l'histoire en inventant un scénario inédit, ça a d'ailleurs été très bien fait par d'autres vidéastes, donc je vous conseille leurs vidéos. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre réellement le clan Uchiha et qu'est-ce qui a poussé les dirigeants de l'époque, parce que ce n'est pas que Danzo qui est responsable de ça, il faut le savoir, à prendre la décision de les exterminer. Du coup, d'abord, on va chercher à analyser les origines du clan Uchiha, et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas trop à jour dans Boruto, vous risquez d'être un peu spoilés, parce qu'il y a de nouvelles parties de l'origine qui ont été dévoilées. Ensuite, on va tenter de dénicher la source même du problème de ces gars-là, et pour finir, on répondra à la question, à savoir, est-ce que le massacre était vraiment inévitable? Mais avant de continuer, si tu es fan de Naruto, je t'invite à venir dans mon Discord, tous les liens sont en description, tu pourras débattre, participer à des events, jouer à des matchs avec moi sur Stormcat, bref, viens. Et d'ailleurs, en parlant de Stormcat, je stream sur Twitch tous les vendredis et les dimanches, pas forcément que sur ce jeu, mais en grande partie sur ce jeu. Donc si jamais vous avez envie de participer à des matchs contre moi en live, je vous invite à venir me suivre sur Twitch, tout est en description, vraiment on s'amuse comme des petits fous, donc venez. Sur ce, Ohayomina, c'est Hiro, et aujourd'hui, on parle du massacre du clan Uchiha. Il existe au fond de l'espace une terre qui abrite de mystérieux êtres au teint pâle et à la puissance extraordinaire. Ces êtres, dotés d'yeux de couleur blanche, parcourent l'univers à la recherche de terres fertiles afin d'y faire fructifier leur arbre Shinju et d'ensuite manger ce fruit et acquérir une puissance qui défie tout entendement. On peut d'ailleurs supposer que malgré le fait qu'il existe différents rangs chez les Otsutsuki, ceux-ci ne semblent pas s'entendre particulièrement entre eux, que ce soit Kaguya qui se méfiait de ces derniers, ou, attention spoil pour les personnes qui ne sont pas à jour dans Boruto, Momoshiki qui laisse entendre clairement que Ishiki n'était pas son allié. Je ferai de toute façon une vidéo théorie pour parler des différents objectifs des Otsutsuki, donc abonne-toi pour ne rien manquer. C'est donc quelques siècles avant le début de l'histoire principale qu'un couple de cette espèce décida de jeter son dévolu sur la Terre. Il y avait un Otsutsuki de caste supérieure se nommant Ishiki, et surtout celle qui nous intéresse ici, la femme de caste inférieure se nommant Kaguya Otsutsuki, aussi surnommée plus tard la déesse Lapine. Et si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez cette histoire par cœur, puisque je la raconte à chaque début de grosses vidéos sur Naruto. Et comme vous la connaissez par cœur, vous savez que Kaguya trahira son supérieur en la laissant pour mort, gardant la terre et le fruit de l'arbre Shinju pour elle toute seule. Encore une fois, les motivations et les circonstances de la venue de Ishiki et Kaguya sont encore un peu floues, mais comme j'ai dit, je travaille sur le sujet et je vous sortirai une bonne vidéo là-dessus. Comme vous le savez tous, Kaguya eut deux enfants. Le cadet héritera de son dojutsu natal, les Byakugan, et son aîné Hagoromo, père des shinobi de la terre, héritera du dojutsu qu'elle avait acquéri en mangeant le fruit de l'arbre Shinju, le Rinnegan. Et ici je parle bien de Rinnegan puisque en réalité le Sharingan n'est que le stade précédent celui du Rinnegan.
Retenez bien ça parce que ça va être important pour la suite. Le sage des 6 chemins eut ensuite 2 enfants. Il donna à l'aîné le nom de Indra, signifiant littéralement roi des dieux en sanskrit, une langue d'Inde, et à son cadet le nom de Ashura, nom qui vient également de l'hindouisme, puisque dans la mythologie hindoue, les Ashuras sont des démons. Et du coup, on comprend donc tout le sens de l'opposition des deux frères, puisqu'on a Indra, le roi des dieux, opposé à Ashura, qui est un démon. Et c'est également plutôt marrant qu'on remarque l'antithèse faite par l'auteur en rendant Indra mauvais et Ashura bon. Le combat des 2 enfants de Jurikudo Sennin est avant tout une confrontation d'idéologie. Ashura était quelqu'un de faible à la base, cela lui permettait de comprendre les êtres humains normaux, le menant à la conclusion que seul l'amour et l'entraide pourraient ramener la paix dans le monde. Indra, lui, avait hérité du patrimoine génétique de son père et par ricochet de son extraordinaire puissance, possédant d'ailleurs la majeure partie du dojutsu de son père. Lui, à travers son talent, se crut au-dessus des autres et arrivera à la conclusion que, étant le plus fort, il devait utiliser cette force tout seul pour protéger le monde entier. Les descendants du cadet formèrent un clan baptisé Senju et ceux de l'aîné formèrent le fameux clan Uchiha. Indra et Ashura sont chacun une partie de leur père, les deux ne voulant au final que la même chose que ce dernier, la paix. Mais du coup, quel est le rapport entre mon histoire et le massacre du clan Uchiha? Pourquoi est-ce que j'ai passé tout mon temps à expliquer les débuts du monde ninja que tout le monde semble connaître? Eh ben, c'est parce que le problème même du clan Uchiha trouve sa place dans les origines du monde et dans son instabilité. Dans le monde de Naruto, en ce qui concerne le chakra et consorts, tout est une question d'équilibre. A l'origine, le chakra était concentré dans le fruit de l'arbre Shinju. Il fut ensuite divisé en Hagoromo et Hamura, et du côté de Hagoromo, en Indra et Ashura. Le chakra, quant à lui, est divisé en 2 parties. L'énergie physique associée au Yoton et au Yang, représentant donc la lumière, et l'énergie spirituelle associée au Inton et au Yin, représentant tout ce qui est sombre, ténèbres, etc. Pour pouvoir exécuter la plupart des jutsu classiques, il faut manipuler en quantité égale les 2 énergies. Et même en ce qui concerne le senjutsu, le principe est respecté puisqu'il faut ajouter juste assez d'énergie naturelle pour être en harmonie avec les 2 autres. Si jamais vous n'en ajoutez pas assez, vous n'en aurez pas assez pour exécuter des jutsu. Et si jamais vous en rajoutez trop, vous vous transformez en crapaud. Le problème c'est que là où jusqu'à Hagoromo tout semblait en ordre, Indra lui héritera d'une trop grande partie du chakra Inton de son père, voyant donc son équilibre rompu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais du Rinnegan qui est l'évolution naturelle du Sharingan. Indra, sans le chakra de Ashura, ne peut pas arriver à cette évolution parfaite qu'est le Rinnegan. Par conséquent, comme on verra tout à l'heure, il n'héritera que d'une forme très avancée du Sharingan, ce qui est un problème en soi. Cette instabilité dans le chakra de Indra eut selon moi pour conséquence de décupler tous les sentiments qu'il ressentira, que ce soit l'amour, mais surtout la haine de la perte d'un être cher. Caractéristique qu'il lèguera à ses descendants qui formèrent le clan Uchiha. Il est important de noter que même si chez les Uchiha, la rupture de cet équilibre est très problématique, ce phénomène existe également chez d'autres types de personnes. Tout d'abord chez les utilisateurs de Kekkei Genkai comme Haku qui sous le coup de la colère tuera son père, ou dans d'autres mesures, l'éveil du Byakugan de Himawari Uzumaki, qui sous l'effet de la colère envers son frère, créera une perturbation de son énergie spirituelle et activera son dojutsu. Le même phénomène est à noter chez les Jinchuriki. Si un autre se laisse emporter par ses sentiments, il crée une faille dans le sceau qui maintient le Biju, ce qui laisse la possibilité au démon à queue de prendre le contrôle de celui-ci. Et ce que je suis en train de dire, on l'a plusieurs fois vu avec les excès de rage de Naruto, mais surtout avec Gaara qui n'avait à une époque personne sur qui s'appuyer et avait donc souvent des envies de meurtre influencées par Ichibi. C'est pour ça que pour contrôler son Biju, il est nécessaire de passer une épreuve comme celle de la cascade de la vérité qui permettent de combattre son côté maléfique et par la même occasion de s'en débarrasser. Du coup, tous ces faits donnent raison à Mito Uzumaki qui expliquait à Kushina que pour contenir son Biju en soi, il faut recevoir de l'amour, mais cela donne aussi raison à Yashamaru qui avait expliqué la même chose à Gaara. Si jamais les secrets et les mystères du chakra vous intéressent, j'ai sorti une vidéo complète sur le sujet, je vous invite à aller la voir et du coup si vous l'aimez, n'oubliez pas de laisser le petit like. Pour en revenir au Uchiha, chez les descendants de Indra, ce phénomène est amplifié de façon extraordinaire. Et c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle arrivera Tobirama après ses multiples recherches sur le clan. Eux qui pensaient que les Uchiha n'avaient pour maître mot que la force et les jutsu, se rendent compte que la réalité était tout autre. En effet, encore plus que les Senju, les Uchiha ressentaient plus que n'importe qui l'amour. Il le ressentait de façon tellement forte qu'il fut obligé de le sceller et si malgré tout il venait à le perdre, leur énergie spirituelle vient en être perturbée et un chakra très spécial se secrète alors dans leurs yeux, ce qui a pour conséquence de modifier la couleur de leurs pupilles et de faire naître le Sharingan,
la pupille, reflet de l'âme. Mais là où dans des cas comme celui de Himawari, la colère n'est propre qu'au moment de l'action, pour les Uchiha, cette haine continuera à se développer jusqu'à sombrer totalement dans les ténèbres. Madara a perdu petit à petit les membres de sa famille, ce qui a pour conséquence de le faire sombrer petit à petit dans les ténèbres. Sasuke a suivi un chemin similaire à celui de Madara, sauf que lui, ça a d'abord été son clan, puis son frère qui l'avait haï de son vivant, mais sur qui il apprendra la vérité après sa mort. Et enfin pour Obito, ce fut la perte de Rin qui le fit totalement sombrer. Il est important de noter que les cas de Shisui et de Itachi sont différents, puisqu'eux, ils purent dompter cette haine afin de la transformer en loyauté envers leur village. Mais ceci reste des exceptions qui confirment la règle, rien de plus. Mais du coup, avant de répondre à la question de la vidéo, j'aimerais développer un concept que j'avais furtivement abordé dans ma vidéo sur le chakra. Au-delà du Sharingan à 3 tomoe se trouve le Mangekyo Sharingan. Là où le Sharingan classique est commun à tous les Uchiha l'ayant éveillé, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan est propre à chaque utilisateur et ne sera donc jamais le même d'un Uchiha à un autre. Pour l'éveiller, il est nécessaire de perdre une personne chère à son cœur, ce qui créera encore une fois un traumatisme dans le cerveau du Uchiha, et cette fois-ci créera une toute nouvelle pupille inédite. Pour moi, ce moment est sûrement l'un des plus décisifs pour les Uchiha, puisque soit il renforcera le pacifisme de celui-ci, comme Shisui et Itachi, soit il le fera sombrer définitivement dans la haine et les ténèbres. D'aussi bien que je me souviens, dans les romans, on n'a jamais vu Fugaku utiliser le Mangekyo Sharingan, alors que dans l'anime, on le voit utiliser très clairement. Cependant, selon moi, on peut supposer qu'il avait éveillé puisque déjà il en parle à Sasuke et aussi à Itachi, mais surtout parce que Danzo et Hiruzen supposeront qu'il avait largement le niveau pour concurrencer Minato à ce titre. De plus, il ne faut pas oublier que le père de Sasuke et Itachi se faisait appeler Kyogan Fugaku, à traduire comme Fugaku l'œil maléfique, ce qui traduit la présence d'une pupille particulière, donc c'est sûr et certain qu'il l'a éveillé. Bref, tout ça pour dire que même Fugaku qui tentera de se contrôler finira suite aux accusations de l'attaque de Kyuubi à sombrer dans la haine. Dans l'anime, on a l'impression que Fugaku est modéré dans ses actions, mais dans Itachi Book of Bright Light et Book of Dark Light, on comprend que celui-ci vouait une haine très prononcée à l'égard de son village. Ce sentiment était d'autant plus dangereux car si on analyse la situation, ce coup d'état n'aurait vraiment profité à personne selon moi puisque les villages ennemis auraient sûrement attaqué Konoha et Fugaku prenant la place du Hokage aurait sûrement fini par périr. Alors oui, je sais qu'il aurait sûrement pu contrôler Kurama, etc. Mais il faut savoir que Fugaku, c'est pas Madara et il n'aurait pas pu le contrôler indéfiniment, il aurait fini par mourir. Son action, au-delà des criminels, était surtout, pour moi, très irréfléchie. Plus généralement, le Mangekyo Sharingan n'est que le reflet de ce qu'est véritablement le shinobi. Obito, qui a été écrasé par un rocher, ce qui l'a directement empêché de sauver celle qu'il aimait, se vit acquérir le pouvoir de traverser la matière et de se rendre quasi instantanément là où il souhaite sans problème. Itachi, qui a massacré tout son clan, y compris sa copine et ses parents, a prouvé qu'il possède une détermination à toute épreuve et que aucun obstacle n'est assez puissant pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Son Mangekyo lui octroya le pouvoir de tout brûler jusqu'à ce que rien ne reste. Mais malgré tout, Itachi était quand même un personnage très torturé. Il fut donc capable de torturer psychologiquement à son tour ses adversaires. Sasuke semble avoir hérité l'Amaterasu de son grand frère et peut dans son œil gauche manipuler ses flammes, ce qui veut peut-être montrer le sentiment de vengeance et l'envie de destruction qu'il anime. Pour Shisui, le cas est un petit peu différent. Dans les romans d'Itachi, on apprendra qu'il éveillera son Mangekyo par culpabilité, vu qu'il pensait avoir laissé mourir son ami par jalousie. Ce sentiment continuera de le ronger pendant des années. Son Mangekyo lui donna le pouvoir de contrôler n'importe qui sans que celui-ci s'en rende compte. Je suppose alors que Shisui cherchait peut-être à manipuler le cours même de l'histoire, voulant éviter dans un premier temps la mort de son ami, et d'une façon globale, je pense qu'il voulait aussi éviter les malheurs qui frappèrent son père. Mais bon, ça reste qu'une théorie de ma part, hein, donc à prendre avec des pincettes. Bref, ce qu'il faut retenir de tout le blabla que j'ai fait autour du Sharingan, c'est que le Dojutsu, mais également les origines des Uchiha, font, comme le dira Tobirama, d'eux un clan possédé par le démon. Bon, maintenant, après avoir vu les origines et les pouvoirs des Uchiha, on va répondre à la fameuse question. Et je vais pas trop tergiverser, pour moi, dans le contexte du village de l'époque, il était impossible d'éviter le massacre. Par là, je veux dire que tant que Hiruzen Sarutobi était aux commandes du village, le massacre aurait eu lieu tôt ou tard, c'est une certitude. À cause de l'anime, beaucoup de fans ont une vision très binaire et par conséquent fausse de la relation Hiruzen-Danzo.
En effet, je suis sûr que dans l'esprit de beaucoup d'entre vous, Danzo était le grand méchant qui tissait les ficelles dans l'ombre et Hiruzen le gentil vieillard qui n'avait pas d'autre choix que de subir les décisions de Danzo. Bon, pour Danzo, c'est pas forcément faux, hein, je vous rassure, mais en ce qui concerne Hiruzen, laissez-moi vous dire que vous vous trompez mais lourdement sur notre cher Sandaime. Déjà que ce soit Danzo, Hiruzen, Koharu ou Homura, il faut savoir qu'ils ont tous été en contact privilégié avec Tobirama. Et par là, ils ont sûrement hérité de ses pensées et de ses convictions. On connaît tous l'énorme méfiance envers les Uchiha qu'alimentait le Nindaime, et il n'est donc pas exclu que ces hommes les plus fidèles, de façon volontaire ou non, en aient hérité. Cependant, là aussi, j'aimerais apporter une nuance importante. On troll souvent Tobirama, moi le premier, sur le fait qu'il était en réalité raciste et qu'il haïssait le clan Uchiha. Mais c'est rigoureusement faux en réalité. Tobirama, puisque quiconque avait vu le danger que représentaient les Uchiha au vu de leur gène particulière. C'est pour ça qu'il prendra les devants en essayant de les éloigner du centre du village afin de mieux les surveiller. Il a été selon moi beaucoup plus consciencieux que Hashirama qui lui a été laxiste et avait laissé la situation stagner espérant qu'elle évolue un jour. L'erreur de Tobirama sera de beaucoup trop accentuer la méfiance autour du clan, ce qui créera une peur générale envers celui-ci. Sinon, pour revenir sur Hiruzen, il faut vraiment comprendre qu'il est presque aussi trempé que Danzo dans ce massacre. Dans le roman de Itachi, l'auteur nous montre subtilement un Hiruzen qui approuve le massacre. Un exemple simple, c'est qu'en réalité, Shisui, en se sacrifiant, donc en mourant, avait réussi à retarder le coup d'état de 1 an. Mais durant ce laps de temps, Hiruzen n'engagera pas de pourparlers avec le camp, il ne fera rien. Et d'ailleurs, vers la fin de l'ouvrage, Itachi comprendra qu'en réalité, le 3e Hokage n'était pas si différent des autres dirigeants et lui reprochera, dans son fort intérieur, de ne pas avoir fait le nécessaire pour éviter le massacre des siens. Pour encore appuyer ce que je dis, on peut prendre la discussion qu'il aura avec Sasuke. Quand Sasuke s'adresse au précédent Hokage pour comprendre le sacrifice de son père, Sandaime ne rejettera pas la faute sur Danzo, mais il expliquera plutôt que dû à sa mauvaise gestion des crises et à sa naïveté, Danzo dut assumer de porter le fardeau des ténèbres du village. Alors, si on a regardé que l'anime, on peut se dire que c'est de l'humilité, mais en réalité, Sarutobi n'exagère rien puisqu'il a en effet commis beaucoup d'erreurs. Même pour le cas des Hyuga, il n'a pas su gérer correctement la crise qui obligera Hisashi, le père de Neji, à se sacrifier. D'ailleurs, si le cas des Hyuga vous intéresse, il y a aussi une vidéo réalisée par votre serviteur et je vous redirige vers celle-ci. Pour résumer, la seule différence entre Hiruzen et Danzo, c'est que Sandaime lui mettait un petit peu d'eau dans son vin, d'autant plus qu'il devait représenter la lumière du village et pouvait pas nourrir publiquement une aussi grande méfiance. Et ça, les membres du clan Uchiha le savaient très bien. Selon moi, ils voyaient dans le Hokage 3e du nom un héritage de l'époque du Nindaime et de ce fait ne lui faisaient pas confiance. De toutes les façons, Hiruzen se savait dépassé par les événements internes comme externes, voilà pourquoi il passera le flambeau à Minato. Et c'est également la conclusion à laquelle le studio Pierrot arrivera, puisqu'ils feront un HS où Minato survivra et arrivera à régler presque définitivement le problème avec les Uchiha. Et du coup, en vrai, la survie de Minato était la seule issue possible pour moi pour que ceux-ci survivent sans avoir à faire une catastrophe. Ça explique aussi la raison pour laquelle Itachi et Obito n'ont épargné aucun enfant, puisque s'il l'avait fait, ces derniers auraient fini par avoir des ressentiments envers le village. C'est parce que Itachi a fait en sorte que toute la haine de Sasuke soit redirigée vers lui et vers lui seul. C'est pour ça que quand il reveut son petit frère après tant d'années, il continuera à alimenter sa haine en lui faisant revivre des scènes horribles du massacre. C'était pour que Sasuke reste focalisé sur lui et uniquement sur lui, et pas comme certains le pensent par sadisme ou par méchanceté. Après sa mort, Itachi voulait faire de Sasuke le héros de Konoha et ainsi redorer le blason de son clan. Malheureusement, il se trompa de peu dans ses calculs et Sasuke finira quand même par se retourner contre son village. J'expliquerai un peu les motivations de Sasuke dans ma vidéo sur la fin du manga, parce que beaucoup de fans trollent mais n'ont juste pas compris le personnage puisqu'ils n'ont pas lu Sasuke Hiden. Au passage, je vous conseille l'excellente vidéo de Gaki Parody sur le sujet. Pour conclure, je pense que au vu du contexte de l'époque, le massacre était la seule solution envisageable. お前がこれからどうなろうと俺はお前をずっと愛している Et voilà, la vidéo est donc terminée. Alors c'est une vidéo que j'ai pris vraiment plaisir à faire, comme toute vidéo, je vous dis ça à chaque vidéo, mais c'est la vérité. Et en fait, c'est une sorte de préquel à ma grosse vidéo, je sais pas encore combien de temps elle va durer, je sais pas si elle va sortir fin février ou début mars, je sais pas encore, qui parlera de la fin de Naruto, parce que
En fait, c'est pas que voilà, que je respecte pas l'avis des autres, mais c'est que on a beau être d'accord pour dire que c'était pas la meilleure fin qu'on a eue, mais j'entends trop de bêtises dessus en fait, et du coup j'ai envie un peu d'expliquer certaines choses qui soit n'ont pas été comprises, mais la plupart du temps je suis sûr que les gens l'ont très bien compris, hein, c'est juste de la mauvaise foi. Mais bref, ça sortira bientôt, donc n'oublie pas de t'abonner. Sinon, il y a quelques petites choses que je voulais dire par rapport à tout où je parle d'énergie spirituelle, de Hinton et de Yoton, etc. Cette partie là n'est pas une info 100% officielle, c'est ce que moi je qualifie d'info, on va dire, logique. Dans le sens où ça n'a pas été révélé que c'est l'énergie spirituelle en particulier qui est perturbée, mais pour moi c'est une évidence, parce que c'est sûr que par exemple si tu es traumatisé, je sais pas si tu as un traumatisme ou quoi, c'est ton énergie spirituelle qui va être perturbée, c'est pas ton énergie physique. Et c'est en fait en réfléchissant dessus que je suis arrivé à ces conclusions là, donc je tiens à le préciser, c'est pas Kishimoto qui l'a révélé, mais pour moi c'est quasi évident, et ça fait partie de l'analyse de l'œuvre en fait. Et pour encore plus accentuer un cas dont j'ai pas parlé parce que je voulais pas que la vidéo dure 3 plombes non plus, c'est le cas Obito. Dites-vous que, pourquoi est-ce que je pense que le massacre du clan Uchiha était de toute façon quasiment inévitable, c'est que regardez le peu de Uchiha qui sont encore en vie aujourd'hui, et regardez le bordel qu'ils ont foutu dans le monde ninja, et surtout le cas de Obito. On s'en rend pas compte, mais Obito c'est le plus grand criminel de tout le monde de Naruto. L'attaque de Kurama le jour de la naissance de Naruto, c'était Obito. La mort des parents de Hiruka, c'est Obito. La mort de Minato et Kushina, c'est Obito. Tous les gens qui sont morts ce jour-là, c'est Obito. Vous vous souvenez au début avec Zabuza qui disait que il y a longtemps on appelait le village de Kiri genre Kiri de la brume sanglante ou je sais plus quoi. Ça aussi c'est Obito qui manipulait Yagura. Donc du coup en fait Obito est directement responsable de la mort de centaines voire de milliers de gosses, d'enfants qui ne sont même pas devenus ninjas en fait, qui se sont entretués entre eux. Il est aussi responsable de la chute et de la déchéance de Nagato et Conan. Et enfin bref, il y a plein de trucs que j'oublie, mais Obito a foutu une pagaille pas possible dans le monde shinobi. Et ça, c'est un Uchiha. Et c'est juste parce qu'il avait perdu la fille qu'il aimait, accessoirement une fille qui à ce moment-là n'était pas amoureuse de lui. Donc voilà. Et du coup, bon, je suis d'accord, je suis conscient que le cas de Obito est un cas spécial, mais même quand on regarde le cas de Sasuke, s'il n'avait pas été arrêté plus tôt, il aurait foutu un truc encore plus gros, mais plus gros. Et en fait, il faut comprendre que le clan Uchiha avait un problème, ils avaient un grain. Et ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que je ne les aime pas. Pourtant, ils sont tous bien écrits, Sasuke, Obito, etc. C'est des personnages qui sont bien écrits, mais je ne les aime pas parce qu'ils ont un grain. Bref, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner. N'oublie pas de venir me suivre sur Twitch et sur Discord, mais surtout sur Twitch. Hein, on passe des moments incroyables. On pourra participer, enfin, si vous venez, vous pourrez participer à des tournois Naruto Storm 4 ou d'autres jeux. Bref, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hero.